Bonjour, Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous qui êtes là, forcément uniquement en distanciel pour ce deuxième rendez-vous de nos pauses déj culture. La première était consacrée au dernier jour de Van Gogh à Auvers. Et là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au parcours de Nicolas de Staël ou de Stel d'ailleurs. Je ne sais pas de exactement comment on Stal. dit. De Staël, d'accord. Oui. Je suis heureuse d'accueillir Stéphanie Vial, qui va être notre guide durant ce parcours. Merci à vous, Stéphanie, d'être avec nous. Avec plaisir. Et notre administrateur de réunion, Patrice Mouly, merci à toi aussi, Patrice, d'être là et d'avoir organisé cette conférence avec nous et pour nous. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je ne connaissais pas vraiment cet artiste. Je connaissais son nom. Je connaissais pas vraiment son œuvre et je me suis un petit peu intéressée en amont avant de vous accueillir. Et une chose qui m'a marquée, c'est la courte, finalement, la courte période sur laquelle il a été productif, c'est une quinzaine d'années, ce qui finalement pour un artiste de cette envergure et de cette renommée est assez court. Et en même temps, le caractère très, très, très prolifique durant ces 15 années. Et puis ces explosions de couleurs, cet univers de couleurs au pluriel. Mais je vais vous laisser très très vite la parole, Stéphanie. Éclairez-nous un petit peu plus sur ce personnage et sur son œuvre. Très bien. Bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir donc cette exposition au travers d'une visite virtuelle. Cette exposition de Nicolas de Staël est présentée au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Donc, je vous montre ici l'entrée. Alors, cette exposition a lieu du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024. C'est une exposition qui est très riche, qui présente environ 200 œuvres, qui nous propose de regarder des tableaux, des dessins, des gravures, des carnets, dont 50 œuvres sont montrées pour la première fois en France. Donc, on comprend aussi le caractère très important de cette exposition. La plupart des œuvres collections publiques et privées qui nous viennent de pays européens, mais également des États-Unis. C'est une exposition qui est chronologique, donc qui nous permet vraiment de comprendre le parcours de Nicolas de Staël. Elle sera présentée ensuite à la Fondation de l'Ermitage à Lausanne du 9 février au 9 juin 2024. Alors, je commence cette présentation avec cette photo qui finalement est certainement la photo la plus emblématique de Nicolas de Staël. Il est ici représenté dans le silence de l'atelier. Nous évoquerons le silence que nous pouvons observer au travers de ces peintures. Et bien ici, cette photographe, dont j'aurai l'occasion également de vous dire quelques mots par la suite, eh bien, réalise une photo absolument incroyable de Nicolas de Staël dans sa simplicité et dans ce silence. C'est un peintre au travail qui, depuis son exil de Russie jusqu'à son suicide en 1955, va nous livrer environ 1000 toiles en une quinzaine d'années. Donc, c'est un artiste très prolixe et qui nous laisse donc beaucoup d'œuvres. Ici, il a 40 ans et il est au sommet de sa gloire. Cette photo eh bien, démarre l'exposition ici sur ce fond violet qui attire notre œil. Cette exposition donc monographique présente les œuvres de cet artiste. Je voulais vous faire une petite présentation rapide de qui est cet homme. Alors, il est né à Saint-Pétersbourg le 5 janvier 1914. Nous sommes 3 ans avant la Révolution russe. Il est issu d'une famille d'illustres militaires au service du tsar. Mais le 8 mars 1917, eh bien, les soviets prennent le palais d'hiver. Il faut fuir et vite. Il va fuir à 3 ans avec ses sœurs que vous voyez ici sur cette photo. Marina qui a 5 ans, Olga 1 an. Nous voyons également ses parents. Il va se retrouver chez ses grands-parents maternels. L'appel de Lénine à la Révolution va mettre fin très vite à la vie dorée des Staël qui vont être obligés de quitter le pays pour d'abord s'installer en Lituanie puis en Pologne. Mais son père ne supporte pas ce changement de régime et il meurt à 68 ans. Sa maman, très rapidement, va développer un cancer du sein et elle meurt en 1922.
Nicolas se retrouve orphelin à l'âge de 7 ans et c'est un véritable séisme. C'est important pour moi de vous raconter les débuts de sa vie parce que finalement, c'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre le personnage et ce qui va très certainement l'amener à son suicide. Le 15 décembre 1922, un décret révoque la nationalité de tous les Russes qui ont fui et ces 3 petits de Stal sont apatrides, vont être confiés à une famille belge qui veille sur eux comme leurs propres enfants. Il les appelle papa et maman, il donne le surnom à Nicolas de Kolia. Il y a vraiment un lien très fusionnel entre ces enfants adoptés et donc leur famille. On va leur donner des cours de russe pour qu'ils ne perdent pas leurs origines. Et cette famille investit beaucoup au travers de ses enfants. On imagine Nicolas ingénieur, mais lui préfère dessiner. Et voilà ici cette première vue de l'exposition au travers de cette petite conférence. Je vous montre des vues de l'exposition et bien sûr des tableaux en détail. Alors cette exposition se déroule de façon chronologique, comme je vous l'ai dit, et il y a des petits titres à chaque section. Le voyage d'un peintre 1934-1947, ça représente finalement ces années de formation. Ces 2 photos me permettent de vous montrer aussi que cette exposition, qui est très riche, a une muséographie très intéressante parce qu'elle présente les œuvres avec beaucoup d'espace au niveau de l'œil. Donc c'est très agréable d'aller voir cette exposition. Alors, à 20 ans, il mesure 1,96 m. Il parcourt le sud de la France, l'Espagne, avec son ami poète Pierre Lecuir, et il dessine. Voilà ici un dessin de Cassis. Lorsqu'il est en Espagne, il va se déplacer un petit peu partout dans le pays. Il va aller à Barcelone, à Séville, à Cordoue, à Madrid, à Tolède. C'est son lieu d'apprentissage. Il y voyage pendant 4 mois. Il va y découvrir le Gréco, Velázquez, les grottes préhistoriques d'Altamira. Donc, quelque part, nous sommes vraiment à l'origine de l'art. Il nous dit: je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine. C'est une raison pour que je construise mon bateau solidement. Et rien qu'avec cette citation, eh bien, on comprend que Nicolas va être toute sa vie finalement sur un bateau et qu'il va être à la recherche de différentes sensations. Il va partir au Maroc durant l'été 1936 à l'automne 1937. Il va bien sûr sur les pas de Delacroix et de Matisse. Il voyage à Casablanca, à Marrakech, à Alger. Il lit le journal de Delacroix qui est passé 100 ans plus tôt. Il nous dit: je travaille sans cesse et je crois plutôt que la flamme augmente chaque jour et j'espère bien mourir avant qu'elle ne baisse. Voilà ici au début de l'exposition des dessins de Delacroix au travers de carnets qui nous présentent ses croquis esquissés de façon très rapide ici au crayon. C'est une confrontation pour lui dans ce monde d'Afrique du Nord à la lumière, à la simplicité du paysage et à la vie des autochtones. Il travaille beaucoup, mais il détruit aussi beaucoup. Il hésite sur la voie à suivre. Et voilà très certainement aussi la raison pour laquelle nous n'avons que très peu d'œuvres du début de la carrière de Nicolas de Staël, parce que lorsqu'il n'est pas satisfait, eh bien, il détruit. Il dit: un inévitable besoin de tout casser quand la machine semble tourner trop rond. Il va rencontrer, lors de ce voyage, une jeune fille, c'est Janine Guillou, dont il va tomber éperdument amoureux, mais elle est mariée. Et bien qu'à cela ne tienne, elle divorce et elle va le retrouver avec son petit garçon Antec. Alors cette femme est artiste, elle est peintre et tous deux peignent et vont mener une vie de bohème sans se soucier de rien. Voilà ici 3 portraits de Janine réalisés par Nicolas qui sont présentés donc au début de cette exposition et qui nous montrent certainement l'influence qu'il a pu avoir en regardant les peintures du Gréco avec ses visages un petit peu allongés. Ça peut aussi nous faire penser à ces premières périodes de la carrière de Picasso dans la période rose et la période bleue. Des représentations, je dirais, assez épurées, assez simplifiées. Janine sera vraiment un soutien de chaque instant. C'est elle qui va les faire vivre, comme c'est une artiste, elle va essayer de vendre ses peintures et elle va réussir à faire vivre un petit peu ce couple, les prémices de ce couple.
En janvier 1938, ils n'ont plus d'argent pour rester au Maroc, plus de visa, donc ils vont venir s'installer à Nice, rue de la Russie. C'est assez amusant. Il continue à dessiner et à peindre. À 25 ans, tout est possible pour lui, mais la guerre éclate en 1939 et donc il va s'engager dans la Légion étrangère comme tous les non-français. Très vite, il est démobilisé en septembre et là, il va multiplier les petits boulots alimentaires. Il est peintre en bâtiment, employé chez un antiquaire. Et puis en 1941, ils ont une fille, Anne, que je vous présente ici au travers de ces photos. Ils sont plutôt heureux. Au niveau artistique, il va rencontrer Magnelli. C'est une révélation pour lui. Il va peindre son premier portrait abstrait qui n'est pas présenté dans l'exposition, mais vous avez ses compositions qui sont tout à fait abstraites et qui montrent bien ses débuts où, en rencontrant ces artistes de cette génération qui partent vers l'abstraction, comme par exemple Delaunay ou Arp, eh bien, nous voyons ici des formes géométriques. Alors, en novembre 42, ils viennent s'installer à Paris dans un appartement à l'abandon sur les hauteurs de Montmartre. On dit qu'ils vont même brûler jusqu'à des planches de parquet pour se chauffer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après-guerre, on a deux milieux artistiques qui se disputent. Vous avez d'un côté les partisans de l'abstraction et de l'autre les partisans de la figuration. Alors, vous ai parlé de ces premières toiles abstraites, mais Nicolas de Staël, en fait, lui, veut vraiment rester indifférent à cette querelle. Il ne veut pas choisir. Et on verra que finalement, même si parfois ces tableaux sont plutôt liés à l'abstraction, c'est toujours en regardant quelque chose de la réalité. Et puis parfois, il revient vraiment à quelque chose de très figuratif, comme ici, ce pont de Bercy, qui est une des rares toiles que l'on conserve de ces premiers temps de carrière. Il se cherche, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un éternel insatisfait. Vous avez ici des dessins qui sont présentés, qui sont de petits formats, qui sont absolument incroyables, qui vous présentent des fusains gommés sur papier. Donc, il travaille sa feuille avec du fusain noir et il vient créer cette ligne blanche en utilisant la gomme qui donne une force à cette ligne blanche. Il va travailler également ici l'encre de Chine avec un pinceau et très vite, en fait, il sent que ces dessins ont besoin d'être transférés en peinture. Donc, du petit format, il va arriver à travailler des plutôt grands formats et en tout cas des tableaux où il va synthétiser ses recherches sur la matière, la lumière et la composition. Il accumule et il sature la toile. Il utilise des faisceaux dynamiques et enchevêtrés. Je vous montre ici un détail pour que vous compreniez qu'il va travailler vraiment la matière. Quand je vous disais qu'il gomme le fusain, et bien ici, il met de la peinture et il vient travailler sa peinture au couteau ou au pinceau. Il sculpte, j'ai envie de vous dire, la matière peinte. Il utilise plutôt au départ une palette sombre et obscure. Alors, ici, nous sommes plutôt dans une veine abstraite. Souvent, l'être humain, c'est difficile pour lui de regarder quelque chose qu'il ne comprend pas. Alors, on a envie de se rattacher au titre de l'œuvre, mais lui brouille aussi les pistes puisqu'il utilise très souvent le mot composition pour intituler ses œuvres. Janine nous dit que sans fin, ces toiles sont torturées, repeintes, massacrées et bousculées. On sent qu'il y a une espèce de violence aussi lorsqu'il travaille ces toiles. Alors, je vous en montre plusieurs. Ce qui est important, c'est que parallèlement à ce travail, ces prémices, eh bien, il va y avoir une première expo qui est organisée donc au printemps 1945 à la galerie Jeanne Bucher. Et donc, il doit travailler beaucoup pour fournir des œuvres pour l'exposition. Il ne veut pas laisser passer sa chance. Et dans toujours cette insatisfaction, eh bien, Janine va vraiment être d'un grand soutien. Voilà ici le cube et de la danse. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours le cas d'utiliser le titre composition. Alors, quand vous voyez de la danse, eh bien, vous pouvez imaginer hein, au centre, sur ce tableau, peut-être une danseuse ou un couple en train de danser. Il travaille toujours avec ces faisceaux qui sont enchevêtrés et regardez l'utilisation du rouge qui vient ponctuer certains endroits de sa toile pour animer la composition. Donc, comme je vous l'ai dit, Janine le soutient, l'encourage. Sa carrière est lancée, mais malheureusement, gros coup dur à nouveau pour lui, elle meurt à 36 ans
le 27 février 1946, Nicolas est à nouveau dévasté. Donc, des phénomènes où il va être profondément triste, eh bien, vont être réminiscents dans sa vie. Françoise Chapouton, c'est une jeune Savoyarde qui va donner des leçons particulières à Antec, souvenez-vous, le fils de Janine. Elle est 10 ans plus jeune que Nicolas, mais elle le console et ils vont tomber amoureux. Nicolas l'épouse en mai 1946 à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils auront 3 enfants, Laurence, Jérôme et Gustave, qui travaillent tous dans le domaine de l'art, et notamment Gustave, qui essaye vraiment de faire connaître le travail de son père. Élément intéressant, le 10 avril 1948, il obtient la nationalité française. Alors, un soir de 44, on va lui présenter Picasso, qui est bien évidemment son aîné, et Picasso lui dit « Prenez-moi dans vos bras », comme s'il y avait une reconnaissance de ce maître vis-à-vis de ce jeune artiste. Il va ensuite, dans les années 46-47, se lier d'amitié avec Georges Braque, que je vous présente ici. Ils s'admirent mutuellement, même si Braque est aussi plus âgé que de Staël. Et pour Nicolas de Staël, Braque est le plus grand des peintres vivants de ce monde. À côté de Nicolas de Staël, vous voyez cet homme, Théodore Schempp, qui est galériste américain, c'est son voisin d'immeuble, et il va lui proposer un arrangement pour le représenter aux États-Unis. Donc ça, c'est important pour un jeune artiste, pour que sa carrière puisse prendre forme. Pour le lancer aux États-Unis, eh bien, Schempp a besoin de lui faire de la publicité et il prend cette photo de lui avec Braque pour montrer qu'il joue avec les plus grands. Cette rue Gauguin, 1948-1949, c'est une nouvelle vie qui commence donc avec Françoise dans un nouveau lieu. Nous sommes près du parc Montsouris, à 2 rues de l'atelier de Braque. C'est un très grand atelier, 8 mètres sous plafond. Des photos sont présentées dans l'exposition, donc vous le voyez en tout petit en bas, ça nous permet de montrer la grandeur de cet atelier. C'est un atelier qui est inondé de lumière et Patrick Waldberg nous dit cet atelier tient du puits, de la chapelle et de la grange, sa blancheur austère et son atmosphère d'activité intense mais recluse. Ce qui est important pour Nicolas, c'est son atelier, c'est un peu son cocon. Il a du mal à être à l'extérieur, à être en contact avec les gens. Et finalement, son atelier est un lieu protecteur qui toujours le rassure. C'est dans cet atelier que Denise Colomb va réaliser cette fameuse photo que je vous présentais tout à l'heure. Et dans un des couloirs de l'exposition, vous avez la genèse de cette photographie. Vous voyez dans les premières photos que je vous montre ici, cet homme dans son atelier, au milieu de tout son matériel de peinture. Elle nous dit, lui était très en dehors de la photo, sur le bord, un peu comme prêt à partir. Un sac à dos est posé au sol qui donnait comme une impression de départ, comme si finalement il n'était pas légitime pour la prise de cette photo, il n'était pas légitime dans sa vie, ni dans sa carrière, ni dans l'histoire de l'art, et elle n'est pas satisfaite. Alors elle lui demande de revenir le lendemain et elle lui demande d'enlever tout le matériel qui est à côté de lui pour que finalement il soit seul dans cet atelier. Toutes ces toiles qui sont posées au sol, elle les repousse et elle arrive à capter finalement la personnalité de cet individu. Elle dit en plein centre de l'image, il me défiait, il semblait défier le monde, j'avais ma photo. Et là, elle attrape cette personnalité de Nicolas de Staël que je vous remontre à nouveau. Donc, vous voyez, cette simplification du cadre, du contexte, amène finalement à ce que notre œil se focalise sur le regard de cet homme et quelque part au travers de la peinture de Nicolas de Staël, c'est ce que nous allons retrouver. Il va essayer de simplifier et d'épurer pour être le plus immédiat possible. Alors nous continuons ici avec ces toiles, toujours d'enchevêtrement, avec des faisceaux dynamiques. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de regarder, mais finalement, votre imagination a libre cours d'y voir ce qu'elle veut. Voilà ici à nouveau un détail pour que vous compreniez ce travail de la peinture, de la matière, et vous voyez à nouveau ce point rouge. Je vous montre une vue générale pour que vous compreniez aussi la dimension des toiles, c'est important. Et puis sur cette toile qui est un hommage à Piranèse, vous sentez ces couleurs qui sont en arrière-plan et il nous dit que c'est comme une lumière de vitrail, c'est-à-dire que le vitrail, vous pouvez le comprendre quand vous rentrez dans l'église avec la lumière qui vient de l'extérieur et qui vient
inondé de couleurs, ces vitraux et inondé l'intérieur de l'église. Là, c'est comme si finalement vous aviez des broussailles devant vous, il fallait les écarter pour aller voir la lumière et la couleur. On retrouve ce même travail dans ces dessins. C'est important hein, toujours de faire le lien entre le dessinateur et le peintre, toujours cet enchevêtrement. Je vous montre ici un détail de la signature extrêmement simple. Et donc, vous voyez, quand vous mettez en comparaison le dessin, la peinture, vous avez ce même travail. Alors, avec Braque, il va peut-être avoir cette envie de simplifier, vous voyez, il va éclaircir aussi sa palette. Ses formes vont devenir de plus en plus amples, plus stables, plus aériennes, mais toujours reste dans le domaine de l'abstraction, même si lui-même ne se dit pas un peintre abstrait. Condensation 1950, ce qui est assez étonnant chez Nicolas de Staël, c'est que finalement, il met un travail en place et très rapidement, il n'est pas satisfait et il repart sur une autre voie. Donc voilà une vue générale et je vais vous montrer en détail le tableau que vous voyez dans le fond. Donc ici, il va travailler des formes plus amples, comme je vous le disais. Ces dessins nous le montrent. Faire de mieux en mieux est toujours plus simple. Voilà, ça résume ce que je vous ai dit. Il va faire ce qu'on appelle des formes condensées. Alors parfois les mots sont choisis, pas toujours facile à expliquer. Et regardez ici plusieurs de ses études. Il travaille le dessin, la petite esquisse pour aboutir au grand tableau. Donc voilà le tableau qu'il fait en rapport avec cette esquisse préparatoire. La puissance du rouge, la puissance du noir qui crée des contrastes. Cette pratique, il va la réaliser finalement tout au cours de sa carrière. Hein. Il va travailler le petit format. Il appelle ça des peintures de poche. Il travaille sur le motif pour arriver à des grands formats. C'est l'aventure de l'atelier et son atelier lui permet ça. Et il dit que finalement, travailler le petit format, le grand format, le dessin, la peinture, c'est un remède contre la répétition et l'habitude. Il travaille la matière aussi, ça c'est important. Il va travailler le recouvrement. Et au travers de cette toile, vous le voyez très bien, je vous montre un détail sur cette forme noire. Sous-jacent, il a posé du rouge. Il place ensuite du noir et quelque part le noir est transformé par la présence du rouge. Ce recouvrement, il va le réaliser plusieurs fois aussi dans ses œuvres et puis de façon un peu réminiscente dans sa carrière. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'art. Voilà ici cette très belle grande composition bleue. Vous voyez qu'il y a un travail sous-jacent de couleur un peu gris bleuté qui va recouvrir d'un bleu puis plus foncé. Et cette superposition des couleurs eh bien, amène à une vibration visuelle. Il étale sa peinture, qu'il griffonne, qu'il strie. Alors on l'imagine avec son couteau. Je vous montre des détails pour que vous ressentiez l'épaisseur aussi de la peinture. Il dit « Je manie le couteau et la brosse de plein fouet ». Fragmentation 1951, à nouveau, il remet en jeu les acquis de l'année précédente et il va passer à ce qu'on appelle donc la fragmentation. Il travaille des tesselles colorées comme des mosaïques. Voilà, à nouveau un travail étonnant dans cette carrière de Nicolas de Staël. Il va travailler, il va construire par accumulation, c'est-à-dire qu'il pose ces petites tesselles les unes au-dessus des autres avec ce travail de recouvrement, comme je viens de vous expliquer. Alors, ces peintures sont très construites. Voilà ici un détail et vous voyez bien par le détail donc toute cette superposition de couleurs. Il nous dit c'est l'axe qui est le plus important, la volonté, l'architecture. Il faut que tout cela monte bien, simple, coordonné. Mon Dieu, que c'est difficile, la vie. Il dit ça à sa sœur Olga en 1951. Et puis, il va travailler aussi certaines toiles avec une certaine spatialité, une certaine dynamique, quelque chose de quasi aérien. Vous voyez que ces faisselles, ces tesselles qui étaient construites les unes au-dessus des autres, eh bien, semblent comme s'envoler, comme quand vous soufflez sur un pissenlit. Il va travailler des pavés disjoints, comme si la matière était en mouvement. Alors ici, je vous montre plusieurs œuvres de cette période et vous voyez à la fois les œuvres qui sont très construites et les œuvres qui sont beaucoup plus aériennes. Remarquez aussi ce travail dans
l'utilisation de nuances lorsqu'il travaille les gris, les blancs, les noirs. Et puis, tout d'un coup, il vient illuminer par le rouge une de ses toiles. Voilà ici ces toiles présentées dans cette salle légèrement incurvée. Très belle présentation à nouveau. Dans la vitrine que vous voyez vraiment au premier plan, vous avez une présentation des œuvres qu'il va réaliser en duo avec son ami René Char, qui est un poète. Voilà ici ce poème de René Char illustré par Nicolas de Staël. Et donc dans cette vitrine, vous avez quelques eh bien, éléments de cette illustration où à nouveau vous devinez ces tesselles noires qui sont construites, qui sont plus ou moins grandes. Et quand vous regardez donc cette espèce de carré noir sur fond blanc, ça peut bien sûr vous faire penser à Piet Mondrian. Quand vous voyez cette espèce de losange blanc sur fond noir, voilà, cette simplicité, à la fois comme s'il faisait un zoom sur une de ces tesselles ou comme s'il avait une vue extrêmement élargie quand vous voyez donc ces toutes petites touches de blanc qui forment comme des étoiles. Alors au début de l'année 1952, malgré l'époque et les critiques, il revient courageusement vers la figuration, toujours en utilisant cette aisselle. Et là, il va réaliser des bouquets de fleurs qui sont assez étonnants, que je pense vous arrivez très facilement à lire avec ce vase et puis cette aisselle qui s'ouvre comme des fleurs, où il travaille toujours cette technique du recouvrement. Et ici, il nous peint 3 pommes en gris. Alors, bien sûr, c'est parce que je vous le dis, c'est parce que nous voyons le cartel de ce tableau, mais il faut aussi imaginer qu'il est certainement dans cette filiation depuis Cézanne, qui avait commencé à voir ce qui l'entourait par le prisme de la forme géométrique, qui a été repris par des artistes comme Braque et Picasso, qui l'amèneront au cubisme. Bien sûr, il voit tout ce qui s'est passé avant lui, et il arrive aussi à cette géométrisation de ce qu'il regarde, cette nature morte, donc cette table avec ces 3 pommes. Un an dans le paysage, 1952, il élargit son champ visuel en sortant de l'atelier pour travailler le paysage en plein air. Oui, ne choisit pas une seule voie, mais il part vers une autre voie, le paysage en plein air. Et dans l'exposition est présentée sa boîte de peinture où vous voyez les pinceaux, les outils, les couteaux et puis également la matière qui est extrêmement présente dans cette boîte de peinture qui vous permet finalement de comprendre les tableaux que vous allez voir. Les couleurs plein les mains à ciel ouvert. Il peint 240 toiles, des petits et des moyens formats sur carton qui sont présentés aussi sur une petite vitrine et puis au mur. Alors il parcourt l'Île-de-France, il a toujours besoin de voyager, même si c'est pas très loin de chez lui. Il va à Mantes-la-Jolie ou à Gentilly et il nous peint ces paysages. Alors peut-être avez-vous du mal à comprendre ce que vous êtes en train de regarder. Et puis finalement, vous devinez cette ligne d'horizon, vous devinez peut-être ces maisons, peut-être ces grandes zones de champs. Et vous y voyez aussi le ciel. Il descend dans le Midi, il va du côté du Lavandou, il peint sur la plage et vous voyez très bien ici ces plages qui s'organisent devant vous avec la mer au fond. Il est émerveillé par la lumière du sud qu'il dit vorace et fulgurante. Il est toujours à la recherche de nouvelles sensations. Et quand on voit le choix de ces couleurs, parfois, eh bien, ça peut paraître interrogatif, ça peut nous interroger. Eh bien, lui, il dit à force d'être bleu, la mer devient rouge. C'est un œil, comme Monet aussi pouvait être un œil. Il va en Normandie, il peint des paysages plus atmosphériques, avec des nuances entre la mer et le ciel. Vous voyez, c'est très subtil, mais vous devinez. Cette vue générale vous permet de comprendre les grands formats qu'il peint, sans que ce soit de très grands, avec des plus petits formats hein, de poche, ces petits formats de poche. Et je vous montre ici un détail de ce travail de la matière absolument incroyable, où il applique, il maçonne hein, quelque part sa peinture pour créer ces zones de couleurs qu'il superpose et pour nous donner à voir un paysage. Voilà ici cette mer et nuages. Et ici, vous devinez bien sûr ces falaises normandes. Donc, simplement, quelques touches de couleur
construisent le paysage. Le spectacle du monde 1952-1953. Voilà ici ce très grand tableau présenté seul sur cette cloison qui permet de séparer la pièce en deux. Il est fasciné par tout ce qui constitue le spectacle du monde. Il aime les concerts, les ballets et le match de football. Il va se confronter à la vie comme un jeu de matière colorée et en mouvement. Le 26 mars 1952, il assiste avec sa femme Françoise en nocturne au match de football France-Suède au Parc des Princes et il nous livre cette toile incroyable. Alors, il va préparer cette toile avec environ 20 petits formats, dont un est présenté dans l'exposition. Alors, vous devinez facilement ces joueurs de foot que vous voyez venir vers nous, courir vers nous. Et puis ici, il va passer à cette toile absolument incroyable, 2 mètres par 3 mètres 50. Donc, c'est vraiment un très grand format qui sera présenté au salon, qui a un effet qui est plus ou moins bien reçu. Ici, en fait, c'est perturbant parce qu'on a l'impression que ce ne sont que des taches de couleurs qui sont posées les unes à côté des autres. Et puis, finalement, quand vous rentrez dans l'œuvre, eh bien, vous arrivez à voir les joueurs de football, vous arrivez à voir les jambes, vous arrivez à voir une tête. Il nous dit entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi. Quelle joie, René, quelle joie. Il écrit ça à son ami René Char en 1952. Je vous montre des détails pour que vous compreniez aussi cette structure de la matière et ses effets de couleurs par superposition, par recouvrement. Regardez ici cette tête qui vient à vous. Dans la salle suivante sont présentés aussi de grands formats. Voilà ici son regard sur le parc de Sceaux. Vous devinez ici une allée qui vous amène entre les arbres à aller voir un espace de ciel, vous rapproche de la couleur de l'eau des fontaines. À côté, vous avez ici cette représentation figurative de cette femme, très certainement sa femme, les Indes galantes, simplement avec quelques touches de couleur. Il figure le corps de cette femme, mais également la tête. Remarquez la puissance du noir qui est posée sur le rose de la tête. Il peint ce très grand tableau. Alors, où sommes-nous? Sommes-nous sur une plage en Normandie? Sommes-nous en train de regarder la rue? Beaucoup de questions. Eh bien non, nous sommes en train de regarder son atelier. Et vous voyez ici très certainement, alors soit sur le sol, soit sur une table, tous ces pots de peinture. Il nous perturbe parce qu'il nous emmène dans son univers coloré, mais sans que l'on sache toujours ce que nous sommes en train de regarder. Remarquez aussi ces nuances de gris et de blanc. Avec ce très beau tableau, ça me permet de vous évoquer la musique, qui est aussi un choc artistique pour Nicolas de Staël. Il aime le jazz de Sidney Bechet, il aime la musique contemporaine et il associe la musique à sa peinture. Il parle de couleurs de frappe et non de touche. Très intéressant. Sur cette œuvre, vous devinez ici le chef d'orchestre. Vous devinez ici le violoniste. Et puis ici, la contrebasse. De part et d'autre, vous imaginez le rideau de scène. Il aime aller au spectacle. Il a une émotion visuelle, il a une émotion intérieure. Louis, qui est aussi attrapé par toutes ces notes de musique. Et il peint ce qu'il ressent, aussi bien au niveau visuel que au niveau de ce qu'il entend. Nous descendons et nous continuons. En mars 1953, il expose à New York. Donc, il est connu aux États-Unis. C'est un franc succès, tant critique que commercial. En juin, il signe un contrat avec le puissant galériste Paul Rosenberg, le poussant à produire davantage pour répondre à la demande des collectionneurs américains. Mais il est toujours dans le doute. Il se demande toujours si les gens achètent ses toiles parce qu'il aime sa peinture ou si c'est pour faire un investissement financier. Donc, jamais il n'est satisfait. L'Atelier du Sud, en 1953, ils vont s'installer en Provence avec sa famille et ses enfants. Tous les départs sont merveilleux pour le travail. Alors, à ce moment-là, sa palette éclate. Regardez ces couleurs qui explosent. Voilà ici un bouquet de fleurs,
À nouveau un autre bouquet de fleurs avec la puissance de ces orangés, de ce bleu. Ici, cette nature morte et cette table rose. Il travaille l'épaisseur de la matière, on l'a compris. Il veut essayer de nous donner cette sensation du toucher. Si on le pouvait, on aimerait aller toucher les œuvres de Nicolas de Staël pour aussi fermer les yeux et avoir cette sensation de la matière qui se déploie sous nos doigts. Et puis, lorsqu'il est dans le sud, il a un nouveau coup de foudre. Il est marié, mais il a ce coup de foudre avec Jeanne Mathieu. Elle est venue vers nous avec des qualités d'harmonie d'une telle vigueur que nous en sommes toutes éblouies. Quelle fille, la terre en tremble d'émoi, quelle cadence unique dans l'ordre souverain. Là-haut, au cabanon, chaque mouvement de pierre, chaque brin d'herbe vacillait à son pas. Quel lieu, quelle fille. Il est complètement séduit, mais elle aussi est mariée. Nicolas commence à avoir une certaine notoriété, il vend ses toiles, alors que choisir? Tout bouleverser, sa vie intime, sa vie de peintre. Mais Jeanne craque, donc ils vont avoir une petite histoire d'amour et Nicolas la dessine. Regardez au travers de ses œuvres qui peuvent nous faire penser aussi à Matisse, dans des expressions bien sûr, dans des positions très suggestives. Il l'a peint ici, on devine son corps gris, elle est assise sur le lit très certainement, les jambes croisées, et on devine sa chevelure qui est dans des tonalités de bleu-gris. Il peint sa fille également, Anne, en utilisant ces mêmes techniques de couleurs et cette vibration visuelle entre les couleurs primaires, les couleurs complémentaires. Remarquez ce orange et ce bleu qui s'entrechoquent. La Lumière, 1953. En novembre 53, il achète une demeure austère et délabrée à Méderde, le Castelet, et il remet à nouveau son art en jeu. Il renoue avec le petit format et les joies de la peinture sur le motif. Je suis dans un brouillard constant, ne sachant où aller, que faire, bouffant ces paysages à longueur de journée, de quoi en avoir une nausée définitive, ému malgré tout chaque fois. Il est fasciné par le sud, fasciné par cette lumière et il reprend ces paysages de marche, vous voyez, des tout petits formats que je vous montre ici en détail. Il dit le paradis tout simplement avec des horizons sans limite. Grande simplicité. Il se réinvente, il peint la silhouette des cyprès, les façades des maisons, le soleil qui est en train de se coucher. Il peint cet arbre rouge, il reprend la technique de la tesselle, il fait vibrer notre œil. Dans ce couloir de citations, l'espace pictural est un mur, mais tous les oiseaux du monde y volent librement. Le large est à tout le monde, seulement chacun a des narines différentes pour en percevoir ce qu'il peut. La Sicile, 1953-54, en août 53, c'est le voyage en Italie et en Sicile. Il dessine les ruines antiques d'Agrigente et de Syracuse. Regardez ces dessins extrêmement simples. Il a une sensation nouvelle en regardant ces ruines et il dit, à part la nage dans toutes les mers, je ne fais rien sinon quelques croquis. Ces croquis lui serviront de retour en Provence pour réaliser ses peintures. Ce sont donc des peintures de souvenirs, dont une est utilisée pour l'affiche de l'exposition. Donc, explosion de couleurs et simplicité du paysage. On ne peint jamais ce que l'on voit ou croit voir, on peint à 1000 vibrations le coup reçu. Donc, comme s'il fallait qu'il digère ce qu'il avait vu avant de pouvoir les traduire en peinture. Il ne conserve que l'essentiel, quelques lignes de force, une perspective monofocale, une lumière écrasante. Et notre œil, emmené par cette ligne rose, arrive à cette espèce d'empattement informe, énigmatique. C'est une véritable explosion colorée. Quelque chose de très construit et puis une explosion de touches, de couleurs. Au centre de ce tableau, notre œil arrive au centre de ce tableau par cette technique de construction en diagonale et ce jeu des couleurs qui vibrent les unes avec les autres. Je vous explique rapidement. Quand vous voyez du jaune à côté du violet, les couleurs vibrent, se cognent, il y a une dissonance parce que dans le violet, je n'ai pas de jaune, le violet étant réalisé avec du bleu et du rouge.
Sur la route, 1954, toujours à la recherche de sensations nouvelles, il se déplace constamment. J'ai commencé à travailler dans le Midi, mais je viens à mon atelier de Paris régulièrement. Cela me change de lumière et renouvelle un peu la conception des choses. Février 54, il expose à New York chez Rosenberg. En 54, il expose à Paris chez Jacques Dubourg. Il doit produire beaucoup puisqu'il expose à droite et à gauche. Alors il peint Marseille. Sa peinture devient beaucoup plus fluide. Il peint les Martigues, les temps de Berre, et puis Paris, la Seine, autour de Notre-Dame. Et regardez l'utilisation du noir qui semble vibrer, posé à côté du bleu et du blanc. Il peint les plages du Nord avec cet effet immédiat de l'utilisation du orange, mais du bleu aussi, qui colorie ces tentes de plage. Et puis, la figure revient régulièrement, le nu, cette femme qu'il aime, mais qui est finalement inaccessible, inatteignable. Il la représente de façon très académique, et puis il peint cette peinture extrêmement vibrante, l'utilisation de ce rouge et de ce bleu. Il a une double fascination, le paysage du Midi et la femme rencontrée. Quelque part, on pourrait dire que ce tableau, c'est la fusion femme-paysage, que la forme de ses jambes est simplement une montagne dans son tableau. Antibes, 1954-55, c'est sur cette dernière partie que l'exposition se conclut. En septembre 54, pour se rapprocher de Jeanne, il s'installe seul dans une maison sur les remparts d'Antibes, face à la mer. Il a cet amour qu'il ne peut pas contrôler, mais Jeanne a peur et elle prend peu à peu ses distances. Les tableaux foncent, il faudra bien leur donner tout ce que j'ai, le reste m'est odieux à présent. Il peint son atelier dans des tonalités de bleu. Le bleu est une couleur froide, le bleu est une couleur qui s'éloigne. On sent beaucoup de solitude au travers de cette peinture. Il travaille avec acharnement, avec beaucoup de fluidité et de transparence, et il va jusqu'à utiliser du coton et des tampons de gaz pour étaler la couleur. Donc vous voyez, sans cesse aussi, il se cherche dans sa technique de peinture. Beauté de ce détail qui contraste entre le blanc et le noir et le gris. Ici, ces tableaux, c'est nature morte, donc il revient à la figuration avec ce saladier absolument incroyable, un saladier, de la salade, ça devient une œuvre d'art. Et vous avez cet effet immédiat du saladier qui vient vers nous, qui est posé sur ce fond noir. Il va peindre aussi des marines, et là, il va disloquer la forme. Vous voyez, on ne voit plus que des touches qui nous donnent vaguement l'impression que nous sommes en train de regarder des bateaux. Dernière toile qui conclut l'exposition, les mouettes, dont je vous montre ici un détail. Alors, Nicolas sent que tout est compliqué pour lui. Comment peut-il s'en sortir? Peut-être peut-il être la mouette qui s'envole et qui vole vers de nouveaux horizons, ou peut-être peut-il être la mouette qui quitte le sol terrestre pour monter vers le ciel. Toute ma vie, j'ai eu besoin de penser peinture, de voir des tableaux, de faire de la peinture pour m'aider à vivre, me libérer de toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les inquiétudes auxquelles je n'ai jamais trouvé d'autre issue que la peinture. Voilà ici cette photo présentée aussi dans l'exposition. Cet amour impossible avec Jeanne est trop fort. Jeanne le quitte, il est désespéré. Il brûle les documents personnels, sauf les lettres de Jeanne. Il décide d'aller lui porter, mais celui qui ouvre la porte est le mari de Jeanne. Donc c'est définitivement terminé. Il retourne de son appartement d'Antibes, il monte sur la terrasse et se jette dans le vide le 16 mars 1955. Il a 41 ans. Il est enterré au cimetière de Montrouge. Je n'ai pas la force de parachever mes tableaux, écrit-il à son marchand Jacques Dubourg. Il nous laisse plusieurs tableaux inachevés, dont celui-ci, dont une toute petite reproduction est présentée à la fin de l'expo. C'est un tableau avec cette intensité de rouge qu'il peint avoir vu un spectacle, un concert. Il
peint ce tableau dans la nuit. Et bien sûr, ce tableau n'est pas terminé. C'est un tableau qui est extrêmement grand, 3,50 m par 6 mètres. Nicolas de Staël, s'il avait continué sa vie, nous aura très certainement livré beaucoup d'autres œuvres. Nicolas de Staël, l'un des plus grands peintres français, à la trop courte existence, un aventurier, un voyageur, un amoureux passionné, vous l'avez compris au travers de ces différentes femmes, une quête incessante de sensations. Il nous peint un monde sensible, un monde vibrant, un monde coloré. C'est un éternel insatisfait, il va jusqu'à détruire ses œuvres. Il est finalement toujours en lien avec sa peinture, c'est un véritable corps à corps avec ses toiles, la peinture et sa raison de vivre. N'oubliez pas un musée ou une exposition, c'est pas poussiéreux, il n'y a rien de mieux pour éduquer nos yeux. Je vous remercie et je vous dis peut-être à une prochaine fois en visio. Vous pouvez, si vous avez envie d'enrichir vos connaissances, eh bien vous avez un très bon documentaire sur Arte et puis vous pouvez lire des livres comme par exemple le Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France ou ils sont devenus français. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.